Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en la présence du DAF qui est aujourd'hui relativement calme, il a compris qu'il devait prendre son poste. Alors aujourd'hui, Vox Populi, Vox Dei, nous allons vous parler de Friedrich von Hayek, plus connu sous le nom de Hayek, qui est un des plus grands penseurs libéraux du XXe siècle et qui, parmi les penseurs, se distingue par son encyclopédisme. Alors, avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet, en préambule, je voudrais dire juste deux choses qui me sont assez personnelles. La première, c'est qu'encore une fois, nous sommes une émission qui a volonté à être extrêmement large et à avoir un public véritablement de 7 à 77 ans. Donc, si vous êtes des puristes, effectivement, vous connaîtrez... De 7 à 97 ans. J'ai 78 ans, moi. Non, mais tu sais, c'était ce qu'il y avait sur les boîtes de jeux. C'était toujours... le journal des jeunes de 7 à 77 ans. Mais à l'époque, on mourait plus jeune aussi. Oui. Et donc, voilà, ça peut vous paraître un peu léger si vous-même vous êtes un libéral averti, parce qu'évidemment, on ne va pas vous faire l'ordre spontané, sa vie, son œuvre, véritablement dans les faits. L'autre chose aussi, et là je pense que je parle en nos deux noms, c'est que personnellement, à chaque fois que j'ai lu Hayek, j'ai eu à peu près le même sentiment qu'avec Mallarmé, c'est-à-dire que je referme le livre et je me demande si j'ai vraiment tout compris. Voilà. Donc, nous allons traiter aussi bien que nous pouvons, nous allons le faire, ce sujet, mais Hayek est un auteur qui est tellement profond, qui a tellement véritablement des couches sociologiques, philosophiques, que on ne peut pas juste le lire et refermer la page. Quelquefois, comme disait Charles, ça devient tellement excitant qu'il faut presque le refermer et ne plus le lire. Il faut arrêter, il faut digérer. Il faut digérer. C'est une digestion difficile, Hayek. Nous allons essayer, comme du Mallarmé, de faire ça en ce bel aujourd'hui, en pointillisme. En pointillisme. Mais honnêtement, accrochez-vous les enfants, parce que ça va être difficile. Hayek, c'est pas un esprit limpide, c'est un esprit profond, mais c'est pas un esprit limpide. Vous savez ce que disait un de mes amis de la philosophie allemande. Il disait la philosophie allemande, c'est quand les grandes plaines du nord de la Pologne, il y a des bois, des bêtes sauvages, des forêts, des marais, on voit rien, et c'est envahi par les Allemands tout le temps, quoi. Donc c'est un peu comme la philosophie, c'est-à-dire c'est la philosophie allemande. Enfin, c'est un Autrichien. C'est un Autrichien, mais il écrivait en allemand. Et, la philosophie allemande, ça... C'est pas vraiment ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, quoi. Donc moi j'ai toujours un petit recul. Autant Schumpeter expliquait clairement des choses compliquées, autant Hayek c'est balèze. Il faut vraiment s'accrocher, quoi. Donc en tout cas, Hayek écrivait avec humour que nul ne peut être un bon économiste s'il n'était qu'économiste. Et ça c'est vrai. Ça c'est profondément vrai. Le type qui ne fait que de l'économie, c'est un plaisantin, c'est un cuistre. Donc lui, en tout cas, il s'est intéressé à de multiples domaines, des sciences morales et sociales, et il était, on peut considérer, épistémologue, historien, juriste. Il a véritablement... et quand il travaillait, c'est pour ça aussi que c'est aussi velu, c'est que il travaillait vraiment de manière horizontale, c'est-à-dire qu'il y avait des coupes. Il regardait aussi bien le droit que la sociologie, que la philosophie. Dans la qualification d'ordre spontané, ce sont des termes qu'on retrouve depuis Aristote. Donc il y a véritablement une réflexion qui va toucher toutes les couches de sédimentation d'une société. Et de ce qu'il avait appris lui dans sa jeunesse en Autriche, et donc c'est la sédimentation qui s'est faite à l'intérieur d'un esprit parfait de la fin du 19e et du début du 20e. C'est comme, on n'en a plus tellement de cela. C'est difficile, c'est difficile. Il naquit à Vienne en 1899. Son père était un botaniste très connu. Sa mère était aussi lettrée. Et en 1917, il rejoint le régiment d'artillerie de l'armée austro-hongroise et il combat à ce moment-là sur le front italien. Il va être décoré, avoir tous les honneurs, mais il va perdre une partie de l'ouïe gauche. Il était spotter pour l'armée de l'air.
Donc il a des troubles auditifs et suite à ça, il se retrouve aussi avec la grippe espagnole à laquelle il survit, puisque c'est vrai qu'effectivement là on a c'était la même époque. C'était la même époque au moment de la grande exposition universelle aussi. En 1918, je crois que la grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. C'est vous dire si ça a été un carnage. Oui, ça a été un véritable carnage. On a tendance à l'oublier, cette grippe espagnole, mais... mais ça a été la grippe ça, plus la grippe espagnole, plus la Première Guerre mondiale. On peut dire qu'il y a une génération entière qui a été... plusieurs qui ont été nettoyés en Europe. Là. Et donc, il en tire une profonde réflexion de se dire que il va chercher à œuvrer pour créer un monde meilleur, ce qui était assez de cette époque-là aussi. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'était vraiment le cri de guerre de toutes les populations, c'était plus jamais ça, quoi. Et donc là, après, il fait des études de droit et de sciences politiques à l'université de Vienne. Donc en 1921, il obtient son doctorat de droit et en 1923, son doctorat de sciences politiques. Et il faut savoir que dans le monde allemand, être docteur, c'est un titre extraordinaire. Donc avoir 2 doctorats, c'est déjà... Herr Doktor, dans le monde allemand, c'est celui devant lequel tout le monde... fait allégeance, quoi. C'est dans le monde intellectuel allemand, le docteur, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Et alors, ce qui est drôle, c'est que initialement, il était très proche des idées socialistes de Fabiens, et il se rapproche des idées libérales après avoir suivi un séminaire privé de Ludwig von Mises. Alors, Ludwig von Mises, il faudra peut-être qu'on fasse une émission sur lui aussi. C'est un autre de ces géants australiens. Autrichien, pardon, qui a écrit un livre qui doit faire 1000 pages, que j'ai lu, qui est très bien, et là aussi il faut le lire à dose assez faible, parce que c'est assez dense, qui s'appelle L'Agir humain. Et ça aussi c'est un livre qui est prodigieux, parce que c'est pas simplement d'économie, c'est une réflexion sur la destinée humaine. Donc, non, von Mises, il faut le lire aussi, mais je comprends qu'il était influencé par von Mises. Il y avait von Mises, il y avait Rothbard aussi. Il y avait Rothbard qui était un peu avant. Enfin, il faisait partie de cette école autrichienne. Il y avait Karl Mengel aussi qui était aussi avant. Tout à fait. Puis il y a eu Schumpeter qui était un peu un enfant terrible, qui était par là-bas, mais qui n'était pas vraiment l'un d'entre eux. Il y avait Wicksell qui était un peu avant eux, mais sur lesquels il y a eu beaucoup d'influence sur eux. Donc, ils réfléchissaient beaucoup sur ces gens-là, sur la théorie du capital. Oui, on va y finir à temps. Oui. Et donc, il suit ce séminaire de Ludwig von Mises. Il part à ce moment-là étudier aux États-Unis grâce à des lettres de recommandation de Schumpeter. Oui. Parce que quand même, ils s'aidaient les uns les autres. Oui, c'était un groupe qui se mettait bien sur la gueule. Ça, c'était. Mais c'était pour les idées. C'était pour les idées, mais ils se respectaient les uns les autres. Ils travaillaient. Ils étaient. Et ils se mettaient sur la gueule. Ils se mettaient sur la gueule pour des arguments, pas pour des questions de personnes. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, donc, quand il part aux États-Unis, il rencontre Irving Fisher. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on a fait l'émission il y a 2 semaines sur des nains sur des épaules de géants, on vous a parlé à ce moment-là d'Irving Fisher. Qui était un très grand esprit et qui, lui, s'est ruiné parce qu'en 1927-28, il a dit écoutez, si on continue à bien gérer l'économie américaine, il n'y a pas de raison que le marché des actions se pète la gueule. Et donc, c'était juste avant le crack. Oui, mais bien gérer l'économie américaine... Mais justement, ils ont fait que des bêtises après. Bah oui. Et donc, tout le monde dit, regardez, c'est un économiste qui s'est complètement planté. Non, il ne s'est pas complètement planté, c'est qu'il ne pouvait pas prévoir toutes les imbécilités qu'allaient faire Hoover et Roosevelt. Quoi. C'était... Donc voilà, de temps en temps, l'économiste raisonne sur ce qui se passe en ce moment. Il se dit, oui, c'est pas trop mal, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain, quoi. C'est intéressant parce que ça va revenir sur les théories d'information et de prix qu'on va voir avec Hayek. Donc après, de retour en Autriche, il travaille à ce moment-là, donc Hayek, avec le gouvernement autrichien pour tenter de régler les questions économiques qui avaient été laissées par le traité de Versailles. Qui était monstrueuses et qui, on peut le dire d'une certaine manière, ont amené la Seconde Guerre mondiale en créant des conditions financières qui étaient absolument ingérables pour l'Allemagne et donc l'Autriche, et qui ont fait qu'ils sont rentrés dans des cycles déflationnistes. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qu'avait écrit Keynes, je crois, c'était en 1920, je ne me souviens plus très bien, dans un pamphlet qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'appelait les conditions économiques de la paix, ou quelque chose comme ça. On allait expliquer que le traité de Versailles ramenait automatiquement à la guerre. Oui. C'était pas possible autrement. Donc, de temps en temps, les économistes comprennent. Même Keynes. Qui était un très bon économiste, ce qui n'est pas toujours le cas des Keynésiens, mais Keynes avait été un bon économiste. Allez. Donc,
Au moment de l'Anschluss, il refuse de revenir en Autriche, et à ce moment-là, il demande la nationalité britannique qu'il obtient en 1938. Parce qu'il était entre-temps allé faire quand même des conférences à London School of Economics. Il avait une chaire, plus ou moins. Là, il avait une chaire, il avait travaillé, il avait rencontré Keynes. Oui. Il dira d'ailleurs que parmi les regrets de sa vie, ça avait été de ne pas choisir de relever le gant que Keynes lui avait jeté, et de ne pas véritablement plus s'opposer aux théories keynésiennes que ce qu'il n'avait fait. On demandait ce qu'il pensait de Keynes, il disait que Keynes est un homme tout à fait charmant, avec énormément d'esprit, d'intelligence, mais il ne connaît rien à l'économie. Et lui regrettait de ne pas être rentré véritablement dans un vrai débat public, avec des choses publiées pour infer les théories de Keynes, pour véritablement mettre les thèses de Keynes à bas. Mais il ne pensait pas en bon esprit logique qu'il était que les thèses de Keynes auraient le succès inouï qu'elles ont. Voilà. Et donc, une fois qu'il s'est rendu compte, après son prix Nobel, donc après 1974, que le keynésianisme avait pris cet essor, il s'est dit, mais j'aurais dû le combattre à la source. Parce qu'encore une fois, on est dans une logique de faire un monde meilleur. Quand même. Voilà. Donc, il s'est dit, oh là 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 là, mais j'ai laissé ce truc-là prendre. Un peu comme on aurait laissé une mauvaise herbe pousser en se disant, c'est pas grave, je l'arracherai le moment venu. Et puis, finalement, le truc a pris tellement d'essor que tu peux plus le faire, tu es obligé d'appeler du renfort. Mais voilà. Donc, c'était un peu... Alors, maintenant... donc sa réputation d'économiste grandit à ce moment-là dans les années 30, mais évidemment toutes ces théories sont très mal perçues par les partisans de Keynes, puisque c'est vraiment l'inverse. Et les Rooseveltiens, et les socialistes, et les partisans d'intervention de l'État, tout ça c'était très... Alors parmi ces pensées de Hayek, la première qui est importante, c'est la théorie des crises économiques. Donc le point de départ dans cette réflexion-là, c'est de réfléchir à la question du rôle de l'information dans l'économie, ce qui pour toi est fondamental dans toutes tes recherches. Et l'information fondamentale des informations fondamentales, c'est le prix. Et voilà. Et un prix élevé ou un prix faible envoie des signaux à l'entrepreneur qui permettent à ce moment-là... J'ai eu le problème de prendre des décisions. Voilà. C'est le journal qu'il lit tous les matins, c'est les prix, Alors c'est intéressant parce que très souvent, toi, quand tu nous parles de l'euro ou quand tu nous parles justement des taux d'intérêt, tu nous expliques ce que ça donne, toute une série de faux prix. Donc quelque part, c'est une pensée hayekienne de réfléchir en termes de prix. De prix qui amènent à des décisions. Et ces décisions amènent à des fausses créations de valeur. Et quand les prix reviennent, comme ils reviennent toujours, à leur vrai prix en quelque sorte, toutes ces créations de valeur artificielles qui n'ont pas lieu d'être disparaissent. Il y a des tas de gens qui sont ruinés, et à ce moment-là, ça mène à une crise. Parce que si on réfléchit bien, si un État vient par exemple soutenir, je ne sais pas, les compresses françaises, ça va amener toute une série de faux prix sur la compresse française. Bien sûr. Donc du coup, après, les gens vont peut-être en acheter, ça va tenir en fait une économie qui n'a pas lieu d'être. Mais plutôt que les compresses, tu peux prendre les moulins à vent en France, là, les éoliennes. Les éoliennes, parce que là... Oui, mais là, il y a une volonté quasi religieuse derrière. Il y a une volonté religieuse, mais quelque part, on fait gagner un argent fou à des gens qui n'ont pas de raison de gagner de l'argent parce que ça n'est pas rentable, et celui qui paye, c'est le lambda de base avec sa note de l'EDF, donc son revenu disponible baisse, et donc il peut acheter moins de choses parce qu'il est obligé de subventionner cette qui ne sert à rien. J'en ai eu un exemple parfait. Il y a quelques années, quelqu'un voulait me faire investir avant la crise européenne de 2010-2011, il voulait me faire investir dans des fermes de miroirs magiques en Espagne, là, comment on appelle de photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques. Il me disait, c'est absolument génial, on gagne du 6% par an, il n'y a aucun risque, c'est garanti par l'État espagnol. Ce qui était vrai. Sauf que l'État espagnol, en 2011-2012, il a quasiment sauté, donc il n'a plus pu subventionner les trucs, et les gars ont perdu 100% de leur mise. Bah bien sûr. Et donc si tu développes un faux prix qui développe un business, puis quand le faux prix disparaît, le business disparaît. Donc cette histoire de faux prix, c'est absolument central. Et intervenir sur les prix, c'est littéralement comme intervenir sur l'information, c'est-à-dire c'est la pravda. C'est-à-dire c'est l'État qui décide de l'information que l'entrepreneur va avoir. Ça marche moyen. Ça marche moyen. Et ça, c'est en effet un raisonnement hayekien.
Une seconde pensée de Hayek, c'était donc la théorie de la conjoncture et des crises économiques dans les années 20-30. Donc dans son livre Prix et production, Price and Production de 1931, et dans la théorie pure du capital, The Pure Theory of Capital. Ça c'est velu. Hein. Il développe donc la théorie autrichienne de la conjoncture fondée par Ludwig von Mises. Oui, absolument. Selon laquelle la crise économique est provoquée par la politique monétaire expansionniste de la Banque centrale. Et ça, ils avaient piqué ça à Wicksell. Ils avaient piqué ça à Wicksell, et on le retrouvera plus tard, comme on l'a vu, chez Friedman. Chez Friedman, exactement. Hayek a eu beaucoup d'influence sur Friedman. Hayek a eu beaucoup d'influence, Ludwig von Mises, et effectivement, eux ont piqué ça à Wicksell, c'est-à-dire que tout ça rejoint une pensée qu'on appelle monétariste, qui n'est pas dure à comprendre, c'est-à-dire que vous imprimez, comme fait la BCE, énormément à un instant T, oui, vous allez créer une inflation parce que vous avez créé énormément... Et vous créez des faux prix pour... Le prix le plus important, plus je vieillis, plus je me dis que la chose la plus importante en économie, c'est le temps. Et donc, dans le système économique, il y a un prix du temps. Et le prix du temps, c'est les taux d'intérêt. Et donc, si d'un seul coup, tu commences à manipuler le prix du temps, tu interviens dans ce qui est de plus profond chez l'être humain, c'est le désir d'organiser son épargne en fonction, par exemple, de la vie qui lui reste à vivre. Donc, en quelque sorte, ma préférence pour les investissements dans le temps, pour la durée de mes investissements dans le temps, n'est pas celle du gars d'à côté, n'est pas celle de ceci, n'est pas celle du troisième. Et donc, si tu interviens sur le prix du temps, si tu nationalises le temps en mettant les taux d'intérêt à zéro, comme ils le font en ce moment, tu empêches tous les individus de faire venir le temps dans leur calcul économique. Et c'est bien pire que de nationaliser les biens de production. Tu nationalises le temps. L'État décide qu'il n'a plus le droit de faire intervenir le temps dans ta propre réflexion, que lui, il s'occupera de toi dans le temps. Oui. Give me a break, je veux dire, il a failli. Hein. Donc, si tu veux, tout ça, c'est des... On se rend compte que tous ces gars-là ont tourné autour du même problème. Wicksell, les von Mises, Hayek. Il faut dire que là, donc, on est quand même dans les années... Là, on est en 31. 31, où tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'économie se vient-elle? Voilà. Alors, rétrospectivement, quand tu analyses, toi, tu en as déjà parlé en disant les États-Unis aussi refusaient à l'époque, sciemment ou non sciemment, de véritablement prendre le rôle de premier de la classe monétaire, qui était le leur. Qui était le leur. Ce qu'ils auraient dû faire, ils avaient des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire qu'ils vendaient plus à l'étranger qu'ils n'achetaient. Et donc, en tant que puissance dominante, c'était assez dangereux parce qu'ils forçaient les autres à se restreindre, du coup. Parce que... D'où les espèces de cycles déflationnistes. Mais est-ce qu'ils ont fait, ces imbéciles, avec... je crois que c'est Roosevelt qui a fait ça. Ils ont dévalué. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus... Bien sûr, en 1934, ils ont dévalué. Et donc, ils ont rendu leur monnaie encore plus compétitive. Donc, c'est eux qui ont foutu tout le monde en l'air. Et la meilleure histoire que je connaisse, je te la raconte parce que... On est en privé. On est en vrai, non mais je la trouve tellement mignonne. J'ai souvent parlé ici d'un vieux monsieur que j'aimais beaucoup qui s'appelait monsieur Gutzwiller, banquier depuis 1200, pas lui, mais enfin sa famille, je ne sais plus quoi, à Bâle et tout. Et à l'époque, il était à Washington, il était invité à un dîner. Et il y a le secrétaire d'État au Trésor, donc le ministère des Finances, qui arrive, et qui dit dans le cours du dîner, tiens, c'était le jeudi, je crois, tiens, ce week-end, on dévalue le dollar. Donc, c'est-à-dire qu'ils changent le cours de l'or par rapport au dollar, tu vois, ils dévaluent. Et lui, il dit rien, il dit rien. Et ensuite, il se précipite le lendemain matin, il achète tout. Non, il achète tout l'or qu'il peut. Il achète tout l'or qu'il peut, et voilà. Mais j'ai toujours trouvé cette histoire assez mignonne, parce que ça prouve que en 1934, aux États-Unis, le ministre des Finances n'avait aucune idée du rôle de la monnaie, de la puissance des États-Unis, d'une information qui était complètement privilégiée, qui donnait comme ça dans un dîner en ville, parce qu'il ne se rendait même pas compte de ce qu'il disait. Tu sais qu'à l'origine, dans le code, tu avais le délai d'initié de dîner en ville. Oui. Dans le code français. Tu avais le délai d'initié per se, et tu avais le délai d'initié. Je l'ai entendu dans un dîner, je me suis servi de l'information. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ça prouve surtout la naïveté extraordinaire de ce ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances américain, qui annonce une information comme ça, et normalement tout le monde aurait dû sortir de la table pour pouvoir aller passer des ordres au téléphone, mais tout le monde est resté... Bon, enfin, donc grosso modo, ils ont suivi une politique déflationniste.
et qui était en plus aggravé en France, parce qu'on avait REF et Laval, qui était, à l'époque, avaient dévalué le franc de façon formidable, et du coup, tout l'or du monde on avait des excédents des comptes courants monstrueux, tout l'or du monde allait en France, et ensuite, il était soigneusement stérilisé. Oui. C'est-à-dire qu'on n'en faisait rien. On le mettait à la Banque de France, et la masse monétaire n'augmentait pas. Donc, entre les États-Unis et la France, ils ont transformé ce qui était une récession en 32-33, une mauvaise récession, en une vraie dépression. Mais c'est pour ça, parce que très souvent, là, encore dans les personnes qui nous suivent, quelqu'un dit « Ah, Charles Gave est enfin pour l'or ». Alors, il est enfin pour l'or, parce que si vous attendez suffisamment de temps devant une horloge arrêtée, oui, elle sera à l'heure. Mais indépendamment de ça... Mais c'est pas que j'aime l'or. Non, mais c'est pas que tu n'aimes l'or. Je déteste les politiques monétaires fait passer couillon, donc j'achète de l'or parce que... Parce que tu votes avec tes pieds. Mais qu'un système, en revanche, monétaire, qui serait adossé à l'or, est un système de contrainte et qui de fait produira des faux prix comme on l'a vu dans ces périodes. Et qui peut conduire à une déflation s'il y a de la dette, selon les analyses d'Irving Fisher. Alors, donc, tout ça, avec des cycles déflationnistes. Très puissants. Voilà. Très puissants. Et tout ça, encore une fois, ça a été très bien analysé par toute une série d'économistes. Il y a eu une série de très très grands économistes un peu partout dans le monde qui ont été de 1880, mettons, à 1950, allez, le dernier étant sans doute Milton Friedman. Et puis, ces gars-là, qui étaient des vrais penseurs, qui réfléchissaient, von Mises, ont été remplacés par des faux mathématiciens. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prendre les signaux envoyés par les prix et à considérer que c'était des données objectives. Mais si c'est des faux prix, si tu mets des faux prix dans un modèle mathématique, ça va te donner des résultats merdiques. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il y a une possibilité de rupture de ces prix, c'est pas des trucs. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que l'économie est passée dans les années, avec l'invention en particulier de l'ordinateur, d'un truc sur lequel les gens réfléchissaient vraiment, à un truc sur les gens font des calculs à la deuxième dérivée et sont très contents. Et on en a eu un exemple parfait en France, quand je vois le présentateur de TF1 me dire qu'on a eu une croissance du PIB l'année dernière de 7% et qu'on n'a pas eu ça depuis 50 ans. Je suis très fatigué. On est très fatigué parce que certes, il y a une croissance, mais c'est parce qu'avant, on avait un trou. On avait un trou. Donc si tu as une croissance de 6%, si tu as une croissance de 6%, mais qu'avant ça, tu avais eu une perte de 8%, t'es encore en dessous. T'es encore à moins 2. Hein, et en plus, si la croissance de 6 est venue simplement parce que tu as donné du pognon à des gens pour ne rien foutre, ton déficit budgétaire et ta dette ont explosé, tu peux m'expliquer quelle richesse a été créée? C'est-à-dire en solde, il n'y a eu aucune richesse. Donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc ça, c'était donc toute la différence dans son approche conjoncturelle. Et encore une fois, là, on retrouve... Et là, c'est une décision très intéressante. C'est-à-dire que ce que disent les Autrichiens, c'est que finalement... Bon, ça, c'est le DAF qui fait son boulot. Oui, c'est le DAF qui fait son boulot. Et donc, c'est une décision très intéressante parce que, dans le fond, ce que disent les économistes keynésiens et tous les économistes officiels, c'est que le système capitaliste est toujours en déséquilibre et va s'écrouler d'un jour à l'autre. Donc il faut que l'État intervienne pour éviter l'écroulement de ce système. Ce que disent les Autrichiens, c'est les interventions de l'État et de tous ceux qui cherchent à faire le bien qui provoquent l'écroulement. Donc c'est très intéressant parce que les Autrichiens disent... Nous, avec notre système, on a des tas de toutes petites crises qui se passent sans arrêt. Le système est sans arrêt en train de se nettoyer, mais on n'a jamais la grande crise. Et les autres disent, oui, mais non, on va empêcher toutes les petites crises. Du coup, ils créent la grande crise. Oui, voilà. Et donc, c'est vraiment une différence fondamentale. Est-ce qu'une intervention de l'État fait du bien ou pas, quoi? Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous amène donc à son livre d'après qui était The Use of Knowledge in Society, l'utilisation du savoir dans la société. Et Hayek a fait valoir qu'une agence gouvernementale monopolistique telle qu'une banque centrale ne peut pour lui disposer d'informations suffisamment pertinentes pour contrôler la masse monétaire et qu'elle n'a pas la capacité non plus d'utiliser ces informations correctement. Et donc, il a encore élargi, ce faisant, la théorie du cycle économique de Ludwig von Mises, quelque part. Alors, c'est marrant parce que ça rejoint aussi plus tard la vision de Milton Friedman qui était moyen sur l'idée du rôle de la Banque centrale. Il disait qu'il fallait les supprimer. Il fallait les supprimer, avoir un ordinateur qui créerait de la... C'est là où est la différence. Et là, j'ai un problème avec...
avec cette analyse de Hayek, justement, qui dit, dans le fond, la monnaie devrait être affaire privée. La monnaie, il pourrait y avoir des tas de monnaies privées qui se mettraient en concurrence et tout irait bien. Eh bien, je ne crois pas. Je crois que c'est une erreur. Et là, bien sûr, je vais me faire tomber dessus par tous les vrais Autrichiens, qui doivent être 3 dans une cabine téléphonique, mais enfin, ça, ils vont ou tomber. Les libertariens. Ou les libertariens. Ou les pro, parce que Bitcoin. La concurrence se justifie dans la production de biens, des avions, des vélos, des voitures, ou j'en sais rien, parce qu'il y a des gains de productivité. Quand tu fais plus de monnaie, il n'y a pas de gain de productivité. C'est-à-dire la création, il n'y a pas de façon plus productive d'émettre de la monnaie. Oui, je comprends ce que tu dis. Et s'il y a des gars qui émettent de la monnaie de façon non productive, comme c'est un peu ce qu'on a essayé avant la crise de 2008, tout le monde faisait créer de la monnaie, puis ils ont créé de la monnaie sur des supports qui n'avalaient rien, et on a eu un vrai effondrement monétaire avec une contraction de la monnaie, et ça ne marche pas du tout. Donc moi je trouve que la solution la plus intelligente et de loin, c'est celle de Milton Friedman, qui était dans le fond un bitcoin national, où vous avez une banque centrale qui a un gros ordinateur, c'est tout ce qu'elle a, qui augmente la masse monétaire de 3% par an, et on jette les clés pour que personne ne puisse changer quoi que ce soit. Et ensuite, une fois que tout le monde sait que la masse monétaire va monter de 3% par an, chacun fait ses anticipations sur les taux, l'activité économique, le prix relatif de l'argent, etc. Donc je crois que la concurrence dans la monnaie est une illusion. Je crois fondamentalement que c'est une illusion, que ça ne marcherait pas. Et d'ailleurs, on a essayé, ça n'a pas marché, on l'a essayé en Écosse au 18e, ça n'a pas marché. Donc je crois que et encore, monnaie... on était sur des monnaies qui, par définition, étaient en or, étaient en métal précieux. Donc il y avait aussi... C'est toujours pareil, même l'or. Bon, chaque banque devait avoir la contrepartie 20 ou 30 ou 40% de monnaie en or, et qui attendait si les gens voulaient se rembourser. Mais si d'un seul coup, il se mettait à pleuvoir dehors, que les gens rentraient demander le remboursement en or, la banque sautait, alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Oui, oui. Donc tu as des bank-runs, quel que soit la... Tu as des bank-runs, tandis que là, il ne peut pas y avoir de bank-runs. Le coup de... Encore une fois, Milton Friedman, il a vu toutes les faiblesses du système, et il a presque toujours trouvé une solution. Et c'était des solutions qui étaient tellement farfelues que les gens disent quand même qu'il n'était pas sérieux, comme le ticket éducation. Et donc le remplacer les banques centrales par un ordinateur, ça me semble... Oui. Et si tous les ordinateurs du monde, de toutes les banques centrales, les mettaient chacun 3% dans la monnaie, on peut penser qu'au travers du long terme, probablement, ajusté pour les différences de productivité, les monnaies seraient assez stables les unes par rapport aux autres, quoi. Puisque, voilà. C'est une idée brillante, mais donc je crois que là, il s'est levé un peu contre Hayek, qui disait il faut la concurrence des monnaies. Je ne suis pas certain qu'il était pour la concurrence des monnaies, mais moi, en tout cas, je ne le suis pas. Et alors, on nous ramène là aussi à la divergence profonde qui existait entre Hayek et Keynes sur les origines de la crise de 1929. Et pour Hayek, encore une fois, la Fed était largement responsable de la crise de 29. Comme pour Friedman. Exactement, parce qu'au lieu d'utiliser son pouvoir pour compenser la crise, elle a réduit d'un tiers sa masse monétaire. Elle a laissé la masse monétaire baisser d'un tiers sans bouger. De 29 à 33. C'est complètement et que ce n'était pas du tout un échec de la libre entreprise, ça a été véritablement un tragique échec de l'État. De l'État, une fois de plus. Mais tout à fait, ça a été un échec de l'État. Et en plus, ce qu'aurait pu ajouter Hayek, c'est que d'évaluer en 1934, c'était forcer tous les autres pays à sauter, quoi. Oui. Bon, ça, à la rigueur, tu peux te dire, moi, je m'en fous, je gère mon pays, les autres, ils se débrouillent. Mais pas quand t'es le pays dominant. Pas quand t'es le pays dominant, parce qu'on a tendance à amener les autres dans ces situations de déflation, de famine en Allemagne, et ainsi de suite. Et effectivement, un terrain hasardeux et propice à tous les corneaux. Voilà, aux extrêmes. Vous savez, quand les choses vont mal, il faut revenir aux théories de René Girard, là. On a toujours besoin d'un bouc émissaire, là. D'un bouquet mystère, comme diraient mes filles. Un bouc émissaire, oui. Bon, le coup de le bouc émissaire des années 30, ça n'a pas été beau à voir, quoi. Donc, il faut essayer de... Il faut essayer de réfléchir aux différentes strates d'une prise de décision. Voilà. Il y a la conséquence économique, et puis après, il peut y avoir les conséquences humaines, et sur le long terme aussi. Et ça, c'est ce que faisait assez bien Hayek, parce que là, il suivait un peu les conseils de Bastiat. Bastiat disait toujours, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est j'embauche des fonctionnaires, donc je suis populaire. Ce qui ne se voit pas, c'est que les dépenses de l'État augmentent, donc il faut augmenter les impôts, donc je vire des salariés du secteur privé, quoi. Oui. Donc voilà, donc il y a ce qui se voit et qui ne se voit pas, et ça, il le faisait très très bien.
Mais il arrivait à un degré de complexité dans son raisonnement qui était... moi, Hayek, pour être parfaitement honnête, il me fait un peu peur. Je comprends. Et alors, attends, après la Seconde Guerre mondiale, donc, il publie La route de la servitude. En fait, il le publie en 1944, Oui. qui a été parmi ses plus grands ouvrages. Et en tout cas... Ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, ou presque, Schumpeter qui a publié Capitalisme, Socialisme et Démocratie, qui était sur le même sujet. Enfin, quasiment. Et Hayek a en tout cas profondément eu énormément d'influence sur Margaret Thatcher et sur le Parti conservateur anglais de l'époque, qui se nourrissait, qui le citera souvent par la suite. Oui. C'était un auteur autrichien en tout cas qui il était avait beaucoup important. travaillé aussi avec Karl Popper, donc Oui. il avait intégré les... je crois qu'on appelle ça un mot, je ne sais jamais trop compris ce que ça voulait dire, mais il était un épistémologue. Oui, épistémologue. Je ne sais pas ce qu'ils font ces gars-là, mais ça a l'air compliqué aussi. Épistémologue. Je crois qu'ils réfléchissent sur la science, sur les fondements de la science, les fondements logiques de la science. Mais... Alors, ensuite, il écrit La Constitution de la liberté, The Constitution of Liberty, qui est un ouvrage de philosophie sociale. Il est nobilisé en 1974, 15 ans après la route de la servitude. Et donc, dans cet ouvrage, La Constitution de la liberté, c'est une réflexion sur la définition des principes de la liberté, et il insiste en particulier sur la notion d'état de droit. Alors, il y a quelque chose d'assez important chez Hayek sur lequel j'aimerais que tu reviennes, parce qu'il a commis ce fameux papier qui s'appelait « Why am I not a conservative ?» Pourquoi je ne suis pas un conservateur, qui amène très souvent les libéraux classiques ou les libéraux un peu plus libertariens à le citer en disant, vous voyez bien, libéralisme et conservatisme ne sont pas réconciliables parce que « Why am I not a conservative ?» Or, le concept de being a conservative en Angleterre, ce que reprochait Hayek, véritablement, c'était l'immobilisme de certains tentative de bloquer la société. Voilà. Et le fait aussi que les conservateurs auxquels il fait référence seraient complètement en dehors de toute volonté scientifique d'avancer, seraient quelque part presque des hommes de Néandertal, voulant rester sur des bases de société. Alors, ce qui nous amène aussi à l'autre chose très intéressante chez Hayek, qui était l'évolution par laquelle la société devait changer, que tu as déjà expliqué par le passé, Oui. et la façon... Alors, il y a deux façons, si vous voulez, de changer la société. La façon, si j'ose dire, allez, je vais être un peu brutal, la façon française et la façon anglaise. Et donc, je vais commencer par la façon française. On élit des gars qui sont tout à fait remarquablement intelligents et qui ont une idée parfaite de la façon dont la société devrait marcher et qui font passer des lois dans cette optique. Donc, c'est donc ce qu'on appelle une société de code. Il y a les gars en haut qui décident des lois et des codes qui vont s'appliquer aux gars en dessous, quoi. C'est ce qu'on appelle le code. Et puis vous avez la société, la façon de changer anglaise, qui a des juges, qui souvent sont élus d'ailleurs, qui ne sont pas automatiquement des juges professionnels, mais enfin il y a les deux, à qui on amène des conflits dans la société, qui prennent des décisions, souvent appuyées sur des jurys, c'est-à-dire le peuple directement, qui est consulté dans toutes les décisions importantes, et qui crée une jurisprudence. Et cette jurisprudence évolue lentement mais sûrement au travers du temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle le common law en Angleterre. Et c'est tout sauf conservateur parce que ça bouge tout le temps. Mais ça bouge dans un sens qui peut être corrigé à tout moment par un autre jugement. Et donc c'est parfaitement, à mon avis, c'est parfaitement sain. Donc ce que disait Hayek, c'est que les vrais mouvements de fond se passent toujours par la base, comme ça. Et il disait, les gens qui veulent gouverner par le code, du sommet, il appelait ça the fatal conceit, c'est-à-dire la présomption fatale. La présomption fatale, c'est-à-dire de penser que... Parce que l'une de ses grandes idées d'Hayek, c'est que l'information était tellement vaste, disponible, que pas un homme ne pouvait comprendre toute l'information. Donc, ce qu'il disait, c'est donc... Si un homme prétend qu'il peut là toute l'information, ça veut dire qu'il va se croire capable de changer les gens. Et c'est ce que je dis encore une fois, c'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Parce que Staline, il savait tout d'ailleurs. Et donc,
ce que disait Hayek, c'est, écoutez les enfants, comme personne ne sait avec certitude ce qu'il faut faire, s'il y a des tas de petites décisions qui sont prises partout, qu'elles se balancent, mais qu'elles vont, au bout d'un certain temps, elles vont toutes dans la même direction, c'est probablement une direction dans laquelle la société veut aller. Et un homme comme René Girard disait, ça s'est très bien passé pour la peine de mort. C'est-à-dire qu'au début, la peine de mort, on dit, là, on lui coupe la tête, et là, on s'en fout, quel est le problème? Puis petit à petit, on s'est dit, non, et on a eu des Victor Hugo qui ont commencé à parler, puis au bout de... Eh bien, la peine de mort a été abolie à peu près partout, sans que ça crée de drame. En fait, la chose auquel tu fais référence, donc, sans le nommer, c'est ce que Hayek a développé dans Droit, législation et liberté, paru en 1979, qui était le concept d'ordre spontané qu'on évoquait en début d'émission. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans cette explication sur les vertus de l'ordre spontané, qui était le cosmos, c'était la nécessité de le protéger des modèles des ordres construits, qui est donc le taxis. Oui, parce que c'est très important ça. Cet ordre spontané, il est bordélique, il n'est pas du tout construit. Non. C'est une espèce d'amibe qui grandit comme ça, un gros microbe. Mais l'ordre construit est violemment contre lui, parce que l'ordre construit, il a plein d'arêtes, il a plein de trucs qui coupent, qui font du sang et tout, tandis que l'ordre spontané, voilà. Pour lui, c'est véritablement la collaboration dans les hommes à partir d'une société ouverte. Donc, on retrouve tout le monde partage des informations. On retrouve les notions de Karl Popper, effectivement, de société ouverte. Et c'est comme ça que va se construire le droit, le langage, le commerce. Et on n'a pas besoin d'ordre construit qui aurait été réfléchi par une espèce d'instance extérieure. On a donc véritablement cette spontanéité. On peut réfléchir aux règles, ce qu'ont fait les Anglais beaucoup, qui permettront à cet ordre spontané de se développer tranquillement. Mais on peut, par exemple, la séparation des pouvoirs. Il dit que les institutions politiques sont nécessaires, mais elles doivent respecter l'autonomie de fonctionnement de ce cosmos, de cet ordre spontané qui doit pouvoir, parce que si on bloque comme tout... Comme par exemple la liberté d'association, ce que Tocqueville disait très justement, c'est qu'en Angleterre et aux États-Unis, il y avait sans arrêt création de clubs de réflexion, d'amicales locales. Il y avait une espèce de vie locale qui permettait à cet ordre spontané de faire naître des leaders et tout. Donc c'est de respecter les autres, l'ordre spontané. Et surtout, alors certains ont dit aussi que c'était une façon pour Hayek aussi de se réapproprier la théorie de la main invisible d'Adam Smith, en la poussant encore plus loin, parce que là on arrive sur des fondamentaux de la société, et ça donne véritablement en fait un fondement épistémologique et anthropologique à la nécessité de ne jamais confondre en fait la création étatique et la société dans la façon dont elle fonctionne. Voilà. C'est véritablement deux sources différentes. Alors, il est possible que l'État, lui, il ait besoin d'un code, des trucs, parce que l'État, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine qui a besoin de règles, mais il faut éviter que l'État n'impose ses règles au monde extérieur. Oui, tout à fait. C'est un peu le principe de la subsidiarité, quoi. Voilà. Et c'est drôle de constater que... En fait, c'est là, comme je disais au début, qu'on peut trouver Hayek un peu déroutant, c'est parce que cette lecture de la société qui est pratiquement philosophique, là, puisqu'on revient, la notion d'ordre, c'est des choses sur lesquelles Aristote avait réfléchi. Pour lui, il y avait un ordre, et il était forcément divin, parce que c'était pas possible que les choses soient arrangées comme ça si quelqu'un ne l'avait pas voulu. Là, on est sur Dieu est sorti de l'équation pour Hayek, et il pense simplement que les hommes spontanément arrive à, normalement, on va trouver ceux qui vont cueillir, on va trouver ceux qui vont chasser, bon, ça va se faire... que tout le monde le fasse librement, ça se fait pas trop mal, quoi. Ça se fait pas trop mal. Ça se fait pas trop mal. Et c'est ouvrir effectivement encore plus loin cette idée d'Adam Smith qui était juste appliquée au marché, dans l'idée de la main invisible. Là, on a véritablement une idée que, pour le langage, l'éducation, ainsi de suite, les hommes vont collaborer les uns avec les autres et on va arriver... donc, toute tentative de bloquer cet ordre spontané, par exemple, on peut penser que dans le domaine de l'éducation en France, on avait un système qui venait de l'ordre spontané, qui avait été créé par les jésuites ou les maristes ou dans les siècles précédents. On avait des écoles. Et puis, quelque part, à partir des années 45, on a bloqué ce système d'éducation. Et aujourd'hui, on a un système d'éducation qui est parfaitement adapté au monde d'avant 45, mais qui n'est pas tellement au monde d'aujourd'hui, quoi. Donc, on voit très bien l'intervention de l'État s'il se met d'un seul coup à bloquer une partie du corps social dans un domaine qui lui paraît important, parce que j'étais la semaine dernière avec
Elisabeth Lévy ici, et on a parlé de l'éducation, elle veut rétablir une éducation comme dans le temps. Et je la comprends très bien, moi j'en étais le prof et j'en ai été un des bénéficiaires. Mais est-ce que c'est possible de retrouver l'éducation d'autrefois? La réponse est non, donc il faut laisser le corps social trouver une forme d'éducation qui sera adaptée à notre monde. Il faut pas revenir Non, je pense que alors là, pour le coup, on revient dans Why am I not a conservative, c'est-à-dire l'idée qu'avant c'était mieux et qu'il faudrait absolument revenir à des choses du passé ne fonctionne pas parce que nous-mêmes on n'est plus le passé. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas réapprendre. En tout cas, on peut réfléchir, on ne peut pas prendre des leçons, on peut réfléchir, on peut. Après, si tu me dis, est-ce que l'école devrait toujours apprendre à lire, écrire, compter, je vais dire oui, effectivement. Oui, c'est les 5 ou 6 premières années qui sont les plus importantes. Oui, quand tu dis 5 ou 6 premières années, je t'annonce que tu as des gamins qui arrivent en 6e et écrire. Ou en fac, écrire, on n'est pas encore dans le domaine de l'acquis. Hein, donc l'école devrait déjà, sur ces fondamentaux-là, alors après ils te font on en a parlé avec Philippe Nemo. Ce qui se passe sur l'école, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés avec des théories, qui ont imposé des codes à des trucs et qui ont détruit ce qui marchait plus ou moins bien, et on arrive à un truc qui ne marchait plus du tout. Mais c'est simplement parce qu'on n'a pas laissé la liberté fonctionner. Il y a des gars qui sont arrivés, qui ont dit au ministère de l'Éducation nationale, monsieur Bourdieu ou j'en sais rien, voilà ce qu'on va faire. Parce que moi, je sais ce qui est bien. Mais non, monsieur Bourdieu ne savait rien. C'était un esprit, il était peut-être brillant, mais c'était... Puis de toute façon, il y a deux choses. Il y a les idées que tu peux avoir et la faculté que tu as d'apprendre aux autres. Encore une fois, c'est ceux qui jouent au tennis et ceux qui commentent les matchs. Oui. C'est deux boulots différents. Moi, j'ai joué un tout petit peu au golf dans ma vie. J'avais un cousin qui jouait très bien au golf. Et on jouait, il était bien meilleur que moi, mais c'est pas la question, mais on jouait, et il me disait, Charles, avec la façon dont tu tapes la balle, elle devrait jamais partir. Elle partait quand même. Elle partait quand même. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a des gars qui vous envoient la balle, normalement. Moi, je regardais McEnroe jouer au tennis, et je me disais, mais ce gars-là, il fait des trucs qui ne sont pas possibles. Oui. Mais il les faisait. Voilà, c'est comme Mozart dans... Comment il s'appelait ce film C'était Wolfgang Amadeus Mozart avec Salieri. Salieri, c'est ça, oui. Il y en avait un qui avait du talent et l'autre qui avait du génie. Si vous avez des gens qui ont du génie à l'école, je ne sais pas s'ils sont heureux en ce moment. Non, ça c'est certain. Écoutez, voilà, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur Hayek. Je vous avais dit que ça allait être balèze. Je pense qu'on a quand même on a bien fait les choses. Le sujet, mais ce qui est facile à lire, c'est The Road to Serve. La route de la servitude. De la servitude. Ça, vous pouvez le lire parce que c'était un pamphlet. Il est noir et rouge comme le Rothbard. Et c'est un pamphlet parce que il y avait toute une série de grands intellectuels, Schumpeter, Von Mises, etc., qui étaient affolés parce qu'ils voyaient en Russie par le socialisme en Angleterre. Et qui ont poussé il a eu très peur de ça. Il a eu très peur. Et ils ont poussé une espèce de cri, en même temps, à peu près dans les années 45, une espèce de cri de rage en disant « mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui va nous arriver ». Donc ces livres qui ont été écrits ont presque un caractère prophétique. C'était des livres qui étaient vraiment extraordinairement profonds parce que là, les types, ils ne faisaient plus appel à leur culture, à leur savoir. Ils parlaient avec leurs tripes. Ils disaient, mais les gars, mais enfin, vous rendez pas compte, quoi. Eux avaient vu la montée de l'Allemagne nazie, qui a détruit leur monde. Qui a détruit leur monde. Donc, Stefan Zweig aussi, c'en était un autre, mais il s'est suicidé, lui, le pauvre. Mais je veux dire par là, donc, ce sont des livres qui ont une qualité prophétique. Et c'est à peu près le moment aussi où Ayn Rand a publié donc Atlas Shrugged, qui a été traduit en français dans La Grève. Ça a été fait quelques années après, où elle décrit extraordinairement bien un monde qui n'est pas socialiste, mais qui est géré par des gens qui veulent le bien de tout le monde, quoi. Et qui n'ont pas de skin in the game. Ils n'ont pas de skin in the game, et tout s'arrête, tout tombe dans... Une sorte de mollesse confondante, où personne n'est responsable de rien. Attendez, je vais appeler mon responsable, on vous rappellera, on ne sait pas, on verra. Appuyez sur le bouton 2 si vous voulez, appuyez sur le bouton 3. Et il n'y a jamais le bouton, appuyez sur le bouton 5 si vous voulez que mon immeuble explose, parce que je crois que il y a plein de gens qui appuieraient sur le bouton 5. Non, mais, je veux dire par là, il y a eu à ce moment-là toute une série de gens qui ont publié des trucs qui étaient quand même très intéressants. Mais pour la culture personnelle, il faut les lire. Voilà.
Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que cette émission sur Hayek vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les auteurs, à aller chercher nos autres émissions sur Schumpeter, sur Bastiat, sur Milton Friedman. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous. J'espère qu'on aura moult commentaires au passage sur les chaussettes roses de Charles qui, en général, vous rendent tout guiré. Et quant à moi, quant à nous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et merci beaucoup de nous suivre. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur Instagram, Institut_des libertés, voilà. Et on sera très heureux d'avoir tous vos commentaires et que vous suiviez notre actualité. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci.